effectivement, donc Nathalie Jaspard, éducatrice spécialisée, donc Par contre, je c'est vais le bien. partager Et mon écran. donc, l'idée aujourd'hui, donc bien sûr, merci de pouvoir partager ce moment avec vous. Et puis, l'idée aujourd'hui, c'était de partager une expérience que nous menons, nous, sur l'hôpital Marchand depuis maintenant quelques années, puisque nous avons mis en place donc un groupe d'habileté éducative auprès des familles d'accueil qui va effectivement… Alors, voilà, c'est pour là, il faut que… Voilà, ça va venir… donc, chaque fois que tu me vois… Voilà, qui émane d'une première expérimentation en fait autour du programme Barclay à la clinique Choran, donc clinique Choran qui est un service de la pédopsychiatrie de l'hôpital Marchand à Toulouse avec le docteur Calvé, dont vous avez entendu parler au tout début, et qui donc s'est formé de son côté au programme Barclay et qui a eu à cœur de pouvoir intéresser d'autres soignants à cette approche dans le cadre de l'accompagnement, dans un premier temps, des parents. Donc, on a été 5 soignants à se former en 2017. Et à partir de ce pool de soignants, on a pu mettre en place à la fois des groupes donc pour les parents autour des habiletés éducatives concernant le TDAH. Et ensuite, nous, on s'est bien vite rendu compte, puisque la clinique Choran est une unité d'hospitalisation, donc, les enfants pouvaient être en famille d'accueil et on s'est bien rendu compte qu'il y avait aussi sans doute à accompagner les familles d'accueil par rapport effectivement aux troubles que les enfants pouvaient présenter. Voilà, donc depuis 2017, on a effectivement, après cette mise en place du programme Barclay, on s'est bien rendu compte aussi auprès des familles d'accueil que le Barclay ne suffisait pas. Parce que bien évidemment, les enfants qu'elles accueillent ne sont pas que des enfants qui ont des troubles spécifiques, donc TDAH, etc. Et alors que le Barclay, on est bien sur ce type de spécificité, qu'elles accueillent des enfants avec des profils multiples. Et ce qu'on a, nous, bien évidemment, eu en tête, c'est de dire que quels que soient en fait les troubles de l'enfant accueilli en famille d'accueil, à partir du moment où la violence est présente, alors il va falloir développer d'autres approches dans le cadre effectivement du placement. Voilà. Donc, du coup, les familles d'accueil, je souhaitais rappeler leur mission, donc définie par la direction de la cohésion sociale, aider l'enfant à grandir, à trouver ou retrouver un équilibre, aller vers l'autonomie et l'accompagner dans ses relations avec sa propre famille. Ça, c'est la mission donc des familles d'accueil. Plus localement, en Haute-Garonne, on a donc un contrat d'accueil où la famille d'accueil s'engage à veiller à la sécurité de l'enfant, à ne pas user de la violence à son égard, à ne pas le menacer de se séparer de lui. Ça me paraissait important de revenir sur cette approche-là. Et donc, quelques chiffres de manière très rapide. 76 000 enfants ou ados accueillis fin 2019 en France. Aujourd'hui, on est plutôt à 85 000. 40 000 assistants familiaux en activité, en chute régulière, voilà, depuis quelques temps. Une moyenne d'âge de 55 ans des familles d'accueil, et ça c'est important aussi d'avoir en tête. On verra pourquoi par la suite. Plus précisément, donc pour la Haute-Garonne, 850 enfants ou ados pour 450 familles d'accueil en Haute-Garonne. Voilà. Et l'accueil familial est le premier mode d'hébergement des enfants confiés à l'ASE. Donc, pour nous, il était évident qu'on ne pouvait pas passer à côté d'un accompagnement, effectivement, des familles d'accueil. Voilà. Donc ça, c'était pour situer un petit peu le contexte historique. Alors, la particularité du métier, évidemment, il s'exerce dans la sphère privée, parfois loin des regards. Il y a une importance des habitudes et des traditions familiales. Il y a des propres règles et des principes. Et ce n'est pas inintéressant de revenir à la moyenne d'âge de 55 ans, parce qu'il y a aussi des impacts du fait de l'éducation reçue, etc. Il y a un sentiment très fort d'isolement, un manque de reconnaissance des compétences, une formation initiale encore trop peu en lien avec les troubles de certains enfants accueillis, et puis une multiplicité des difficultés, ce que je disais tout à l'heure, donc des difficultés des enfants et des ados confiés, avec des enfants dont on va effectivement être vraiment autour du trouble de l'attachement, de la pathologie du lien, mais ensuite, donc, pour certains, des comorbidités. Et puis, un élément quand même qui est très important pour les familles d'accueil, c'est que pour beaucoup d'entre elles, elles ne connaissent pas les difficultés des enfants, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les diagnostics, elles n'ont pas les éléments
des difficultés, des troubles des enfants. Donc ça, c'est aussi quand même important d'avoir cet élément en tête. Donc les enfants accueillis, ils sont donc ils sont accueillis de quelques semaines à 21 ans dans le cadre de contrats jeunes majeurs. On peut noter des vécus traumatiques parfois non pris en charge, c'est-à-dire que les familles d'accueil peuvent avoir des enfants où il n'y a aucune prise en charge psy autour du placement. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Il y a une augmentation sensible des troubles qui sont susceptibles d'être pris en charge par la pédopsychiatrie. Il y a de la violence, il y a des risques suicidaires, des mises en danger, il y a des traitements lourds, il y a des difficultés à respecter les règles et les consignes, il y a de l'intolérance à la frustration, il y a de la gestion des émotions fluctuantes. Et si on a 1, 2, 3 accueils, on peut avoir toute cette panoplie, on va dire, de difficultés. Voilà. Donc, pourquoi effectivement un programme de type Barclay et de résistance non violente pour les familles d'accueil? Parce que de par les difficultés rencontrées et de par aussi le fait que la famille d'accueil est dans un sentiment d'isolement où elle ne peut pas partager bien souvent son vécu, on note des interactions négatives conflictuelles. On se rend compte aussi, nous, dans les premières séances au niveau des groupes, de familles d'accueil qui sont parfois extrêmement directives et qui ont un schéma éducatif avec des cris, des punitions, des menaces et au bout du compte de l'épuisement. Donc ça, c'est quand même des éléments à prendre en compte. On l'a soulevé un petit peu tout à l'heure, le sentiment d'impuissance auprès des parents, enfin, en tout cas de la même façon pour les parents et pour les familles d'accueil. Donc de la frustration, un sentiment d'incompétence éducative et évidemment, les jeunes sont fragilisés avec un retentissement important sur l'estime d'eux-mêmes et de fait, un renforcement des comportements problèmes. Donc, et puis oui, la dernière chose, et ça on y est aussi confronté parfois quand les familles d'accueil arrivent sur les premiers groupes, des arrêts en urgence de placement parce que la violence est devenue telle que l'accueil se termine et ne se prépare pas, se termine de façon très brutale. Donc, le programme Barclay, effectivement, a montré son efficacité quand on a commencé à mettre en place cet accueil des familles d'accueil. On voyait bien que les outils autour du moment spécial, du renforcement positif, voilà, des outils du Barclay pouvaient être efficaces, mais face à la violence des jeunes, ces outils-là montraient évidemment des limites et il a fallu donc penser autrement et il se trouvait que dans le même temps, au niveau du docteur Calvé et de l'équipe donc de pédopsychiatrie, il y a eu cette volonté aussi de se former autour de la résistance non violente et il nous est apparu évident que de croiser ces deux programmes pouvait à un moment donné apporter un peu plus aux familles d'accueil. Donc l'objectif du programme, il est bien évidemment, tout comme pour les parents, de modifier certaines pensées et comportements des assistants familiaux. Il est également de diminuer l'intensité des comportements inadaptés des jeunes accueillis. On travaille également sur le fait de rétablir des relations plus sereines au quotidien, de favoriser aussi l'autonomie de l'enfant et de l'ado, de travailler l'ancrage pour ces jeunes fragilisés par leur vécu, de développer le réseau de soutien, évidemment en s'appuyant sur la dynamique du groupe, parce que tout comme pour les groupes de parents, le fait de se retrouver et de partager un quotidien va amener effectivement le fait que les familles d'accueil vont entre elles-mêmes se constituer leur réseau de soutien. Évidemment, pour nous, ce qui nous paraît important, c'est aussi, en tant que professionnel, de pouvoir questionner sa pratique et réajuster quand effectivement les choses paraissent nécessaires à ajuster en fonction de chaque enfant. Alors, le programme, je vous ai quand même, j'ai souhaité vous montrer un petit peu toutes les séances de façon à ce que vous puissiez voir aussi comment on a pu mêler et le Barclay et la résistance non violente au niveau des outils. Donc, la séance 1, elle est sur la présentation du programme et les informations sur les troubles. Et ça, c'est une séance qui est présentée par le docteur Calvé et qui est précieuse pour les familles d'accueil parce que comme elles n'ont aucun élément sur, effectivement, parfois les troubles des enfants, le fait d'avoir une séance qui va balayer
l'ensemble des troubles possibles. Bien sûr, l'idée n'est pas pour elle de poser un diagnostic, mais en tout cas, de pouvoir être dans une observation du quotidien et de pouvoir se dire, tiens, là, j'observe ça, peut-être que je pourrais réajuster aussi de cette façon-là, si on parle d'un trouble du spectre autistique, etc. Donc, ça donne des éléments pour elles d'observation et au fur et à mesure des années, on se rend compte aussi que ça leur donne des billes lorsqu'elles sont en commission enfance et qu'elles peuvent à ce moment-là dire mais moi j'ai observé ça et peut-être que demander un bilan sur cette voilà sur cette thématique voilà et ça on s'en rend compte qu'année après année en prenant en compétence ça les autorise davantage en commission enfance à pouvoir effectivement interpeller les autres professionnels. Donc la deuxième séance, elle est donc sur la non-compliance, sur l'analyse fonctionnelle. Alors, je ne détaille pas, on pourra peut-être en parler si vous avez des questions. Je ne vais pas détailler chaque point du programme. Donc, ce que vous voyez en bleu, c'est bien les outils qui appartiennent au programme Barclay. Mais dès la deuxième séance, on va dans la résistance non violente avec le fait de comprendre les processus d'escalade qui sont en jeu et de comment on se situe en tant que famille d'accueil dans un rapport de conflictualité. Est-ce qu'on est plutôt un peu en position basse ou est-ce qu'au contraire, on va monter dans les tours? Je ne vous cache pas que bien souvent, en début de programme, c'est plutôt des processus d'escalade qui vont très, très haut, en fait. Donc, la séance 3, elle est sur le retour d'expérience, justement, où on va leur demander, dans le cadre de l'analyse fonctionnelle, de nous ramener des situations cliniques où elles vont observer le déclenchement d'une crise, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, en termes de personnes présentes, en termes de moments de la journée, comment s'est réglée la crise, comment ça s'est passé après. Voilà, donc là, on leur demande un retour d'expérience de façon de manière aussi clinique, à mener des réponses et chacune va à ce moment-là dire oui, mais moi, sur cette situation, j'aurais pu intervenir comme ça. Voilà. Et donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet où on va aborder des situations cliniques. La séance 4, alors là, on est totalement sur du Barclay avec l'attention positive, le renforcement des comportements adaptés, le moment spécial. On repart là avec l'idée pour les familles d'accueil de changer le regard qu'elles peuvent avoir de certains enfants qui présentent des troubles de l'opposition et de la violence de manière importante et où il leur est difficile de porter un regard un peu positif sur l'enfant. Donc, on va retravailler de manière très importante le fait de leur dire, mais même peut-être que 5 minutes dans la journée, vous allez pouvoir piocher un bon moment avec l'enfant. Et ça, c'est important de retravailler ces notions-là au départ pour ensuite pouvoir rétablir quelque chose d'un peu plus serein et pouvoir ensuite aller un peu plus en profondeur dans les outils du programme de résistance non violente. Alors, sur la séance 5, là, on aborde les principes de la résistance non violente. Donc, on va le faire quand il est froid, toutes ces situations où, à un moment donné, on peut se mettre un peu à l'abri du conflit. Donc là, on aborde vraiment les outils en donnant des exemples de, voilà, telle situation. Vous, comment vous faites aujourd'hui? Ben voilà comment on pourrait effectivement faire. Donc là, c'est dans la gestion de la crise, elles sont évidemment très, très demandeuses de comment se situer à ce moment-là auprès des jeunes quand il y a de la violence. Séance 6, on est sur le time out et on est sur le sitting. Et c'est intéressant de voir que la mise à l'écart du programme Barclay, dans le cadre de la violence au quotidien, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est important de se dire que avec des enfants qui vont à un moment donné être plutôt compliants sur les règles de la maison, mais qui vont aller chercher un peu, le time out va fonctionner. Avec des enfants où la violence est là, présente de manière répétée, avec des comportements tyranniques, là, c'est pas possible. Elle se heurte effectivement à un mur et là, pour le coup, ça génère encore plus de violence. Donc là, on est sur on se met un peu à l'abri et on y revient à froid dans le cadre effectivement du sitting. La séance 7, c'est le réseau de soutien. Et là, il est déjà mis en route dès, on va dire, la deuxième et troisième séance parce que du coup, elles forment un pool en se retrouvant, c'est une dizaine de familles d'accueil, entre 10 et 12 familles d'accueil par groupe. Et de manière très spontanée, entre elles, elles vont organiser le réseau de soutien. Donc ça, c'est quelque chose qui est facilité.
je le mets en regard par rapport au groupe de parents, où le réseau de soutien, il n'est pas simple à mettre en place et ça prend du temps. Voilà, c'est pas simple pour un parent que d'essayer de se dire, tiens, est-ce que je peux interpeller le voisin, le prof de danse, le prof de gym, etc. Pour les familles d'accueil, ça se fait de manière évidente entre elles. Le réseau de soutien va se mettre en place. La lettre d'urgence, donc j'ai pensé de suite quand tu as évoqué la situation tout à l'heure, où effectivement, les pompiers qui ne veulent pas se déplacer ou qui se déplacent et qui ne comprennent pas la situation, la lettre d'urgence va venir soutenir la famille d'accueil. Donc, c'est une lettre qui est établie par notre médecin et qui atteste que la famille d'accueil participe au groupe d'habileté éducative et qu'à ce titre-là, elle peut être confrontée dans son quotidien à des difficultés avec un jeune et que ce courrier, elle le montre au moment où les secours arrivent, que ce soit les pompiers ou le SAMU, et ça va légitimer l'appel que parfois elles ne veulent pas faire parce qu'elles se disent, en fait, quand ils vont arriver, de toute façon, ça sera calme plat et j'ai pas de légitimité, ou ils sont débordés, donc je le fais pas. Donc voilà, la lettre d'urgence est un outil dont elle s'emparait pas jusqu'à il y a 2 ans. Et là, on voit depuis 2 ans, de manière, alors ce n'est pas toutes les familles d'accueil, mais que de manière de plus en plus importante, elles font appel à cet outil pour pouvoir effectivement gérer les crises sans qu'il y ait de la mise en danger pour l'ensemble et de l'enfant, évidemment, des autres enfants accueillis et de la famille d'accueil elle-même. Et le prendre soin, alors ça, bien sûr, c'est toujours, que ce soit autant auprès des parents qu'auprès des familles d'accueil, il y a toujours une espèce de sourire un peu dubitatif quand on aborde cette notion du prendre soin de soi-même. Voilà. Et ça, par contre, on ne le lâche pas parce que c'est voilà, c'est un élément essentiel pour tenir dans la durée, en fait. Les bilans, alors c'est ensuite bilan et perspective et justement effectivement de fait donc on a eu maintenant un peu de recul pour pouvoir voir un petit peu les constats. Donc les constats, c'est pour les familles d'accueil, je le disais, une meilleure compréhension des troubles, c'est de fait une intervention facilitée auprès de leurs autres collègues, auprès des autres professionnels, c'est une amélioration des habiletés éducatives au domicile. Du coup, une meilleure estime de soi, un apaisement, la réduction du stress, la reprise de confiance, également l'amélioration avec les jeunes accueillis, ce qui est quand même l'objectif principal, la sortie de l'isolement. Et le questionnement permanent sur les pratiques. C'est-à-dire qu'on voit bien que le suivi du programme les amène parce qu'on se revoit ensuite sur un module B que je vais détailler, les amène vraiment à se questionner effectivement sur leurs pratiques. Donc, suite à ces séances, effectivement, à 6 mois à peu près de distance, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait leur proposer. Et donc, on a mis en place un module B sous forme de 3 séances de 3 heures avec, on est avec des professionnels, donc du coup, on travaille clinique. Voilà, donc on a construit des vignettes cliniques avec l'idée de pouvoir, par groupe de 2-3, les laisser réfléchir sur, voilà, telle situation clinique, qu'est-ce que vous mettez en place de votre côté, à quoi vous pensez, quels outils du programme vous pouvez réutiliser. Voilà, donc chacune nous présente ensuite un petit peu ces éléments de réflexion. Et on travaille également sur les 2 autres séances avec des apports théoriques supplémentaires, soit à leur demande, soit parce qu'on a perçu, nous, le besoin, notamment autour de la gestion des écrans. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental pour les familles d'accueil aujourd'hui qui sont complètement dépassées par comment je gère la tablette et le téléphone quand lors d'une visite avec papa, maman ou d'un week-end, la tablette est donnée et c'est open. Donc voilà, il y a vraiment ces questions-là de la gestion des écrans qui est très prégnante. On peut aborder la question des troubles alimentaires. On revient beaucoup sur le prendre soin, sur l'autocompassion, sur la relaxation, sur de la relaxation aussi autour auprès des plus jeunes enfants et on développe évidemment la pérédance, puisque ça nous paraît essentiel dans nos groupes qu'à un moment donné, des familles d'accueil qui ont suivi le programme, les tout premiers programmes, puissent dans les programmes intervenir avec leur vécu et leur témoignage. Voilà, donc merci.